Fin ce matin à Kombisri dans le Bazaiga des deuxièmes journées parlementaires du CDP. L'expérience de la souveraineté du peuple dans un État démocratique était le thème de ces deuxièmes journées. Et puis M. Gilles Thibault, ambassadeur de la France dans notre pays, est l'invité de ce journal. Avec lui, nous allons parler des 50 ans de l'Institut français. Le bataillon Gondal, fort de 80 soldats, est prêt. Les soldats burkinabés vont se rendre au Mali dans le cadre de la mission de maintien de la paix dans ce pays. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Merci de suivre le 20h de la télévision nationale du Burkina Faso. Tout d'abord, audience du président du Faso, Blaise Compaoré, a reçu ce matin le directeur général de l'Organisation ouest-africaine de la santé. L'objet de cette audience de M. Xavier Crépin au micro de la Moussa Jacques Tarpaga. C'était l'occasion pour nous de venir faire cette visite de courtoisie au président et en même temps recueillir ses conseils et ses avis pour la bonne marche de notre institution. Comme vous le savez, le président du Burkina, avec toute l'expérience qu'il a dans le domaine américain et de toutes les actions qui sont menées dans notre sous-région, c'était tout à fait logique. En plus, l'organisation est basée ici à Bobo-Dioulasso, qu'on vienne auprès du président pour recueillir donc ses avis et comment nous pourrons conduire à bien la mission qui nous a été confiée. Nous avons également profité pour remercier les chefs de l'État pour toutes les actions que le Burkina Faso est en train d'entreprendre pour soutenir les actions de l'Organisation ouest-africaine de la santé. Féliciter également les chefs de l'État et le gouvernement pour toutes les actions qui ont été prises dans le domaine du contrôle et de la lutte contre cette terrible maladie que vous connaissez, la maladie d'Ebola actuellement. Et donc on a remercié les chefs de l'État pour les actions qui ont été prises au niveau donc des postes frontaliers, au niveau de l'aéroport, toutes les mesures sanitaires, les mesures d'hygiène, d'assainissement, les mesures également liées au plaidoyer qui ne cesse de faire au niveau national, mais également au niveau international et au niveau de la sous-région, pour plus de mobilisation de ressources en vue d'aider donc les pays affectés. Je suis ressorti très réconforté donc par les conseils que j'ai reçus, les avis du chef de l'État que nous allons prendre en compte pour la mise en œuvre efficace de nos activités pour le bien-être des communautés de notre sous-région. Et hier, 17 septembre 2014, l'association de lutte contre les hépatites virales au Burkina Faso a organisé une conférence publique pour donner le maximum d'informations sur les hépatites virales. C'est une conférence qui se tient dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale de lutte contre les maladies virales célébrée ici en différé. Que faut-il savoir sur la maladie, son mode de transmission et les signes cliniques? Les explications de Kadou Romenki. Cette carte indique la prévalence de l'hépatite dans le monde. Plus sa couleur est foncée, plus la prévalence est forte. Et l'on voit que le Burkina Faso est dans une zone très foncée. Une situation préoccupante qui est à l'origine de cette conférence visant à informer les populations sur les hépatites virales. L'hépatite virale, c'est une maladie du foie qui est causée par des virus. Et les virus là, il existe 5 types principaux. On les appelle A, B, C, D, E. Mais chez nous, c'est surtout les virus A et B qui existent. Et le virus le plus dangereux, parmi ces deux, c'est le virus B. Parce que le virus B, il peut donner des maladies graves, telles que la cirrhose et puis le cancer du foie. Si vous prenez 100 burkinabés au hasard, vous allez avoir plus de 8 personnes qui ont la maladie. On peut dire sans exagération que l'hépatite est un problème de santé publique dans notre pays. Un problème dont l'association Asso Hépatite en a fait son cheval de bataille. Nous avons beaucoup d'amis ou des parents qui sont infectés par l'hépatite B mais qui ne le savent jamais. Et c'est à l'hôpital en fait qu'on se rend compte que c'était l'hépatite. Et généralement c'est à des stades tardifs. Donc c'est pour cela que nous avons dit qu'il faut qu'on aille au combat, on aille à la guerre contre
contre ces infections virales. L'hépatite se manifeste par une fièvre, des douleurs articulaires et des courbatures. Des signes qui évoquent un palu et qui constituent le côté sournois de cette maladie. Une raison parmi tant d'autres d'éviter l'automédication. Il est préférable de consulter chaque fois un médecin lorsqu'on est malade. Et puis, Ouagadougou a abrité ce matin l'atelier de mise en œuvre de la stratégie d'assainissement pilote pour la communauté. Cette stratégie vise à améliorer l'hygiène des populations à travers des systèmes d'assainissement adéquats. Le reportage est signé Adama Koulibaly. Lutter contre la pauvreté passe aussi par l'amélioration des conditions de vie à travers l'assainissement. Des actions entreprises depuis des années déjà au Burkina Faso ont fait passer le nombre de personnes qui déféquaient dans la nature de 24% en 1990 à 15% en 2011. Des efforts certes, mais le combat est bien loin d'être gagné au regard des objectifs du millénaire pour le développement à l'horizon 2015. L'assainissement total piloté par la communauté ATPC dont il est question au cours de cette rencontre est une piste car il devrait permettre d'améliorer les conditions d'hygiène surtout des populations rurales à travers l'accès à un système d'assainissement adéquat. C'est une stratégie qui sera mise en œuvre en milieu rural, les communautés locales, que ces communautés elles-mêmes puissent vraiment être impliquées, sensibilisées d'abord, comme on a toujours fait, au bien fondé de l'assainissement adéquat et pouvoir mettre en pratique ces stratégies parce qu'il y a un certain nombre d'actions qu'il faut poser, des actes qu'il faut adopter, ce qui veut dire qu'il faut aller vers un changement de comportement. Pour accompagner le Burkina Faso dans ce combat, plusieurs partenaires techniques et financiers, dont l'UNICEF, ont apporté leur concours. Ce qui est vraiment important de souligner, c'est que l'assainissement total porté par la communauté, c'est un investissement communautaire. Donc la philosophie même de l'approche, c'est que ce problème de santé publique, qui est un taux d'assainissement de seulement 6%, doit être approprié et mené par les communautés elles-mêmes. Cette nouvelle méthode ATPC, dans sa mise en œuvre, devrait sans doute permettre d'améliorer davantage le taux d'accès à l'assainissement, qui est passé de 0,8% en 2006 à 6% en 2013. Politique à présent, les députés du groupe parlementaire du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP ont clos cet après-midi à Kombisri leur deuxième journée parlementaire de l'année 2014. Des journées ponctuées par des communications autour du thème central, l'exercice de la souveraineté du peuple dans un État démocratique, mais aussi des entretiens avec des personnalités invitées. Au reportage de Kwame Bama et de Sugunoma Ibrahim Gigma. Lors du jour des deuxièmes journées parlementaires de l'année 2014 du Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP, est épuisé. Pendant 2 jours, ces élus nationaux se sont entretenus avec le professeur Augustin Loada sur les constitutions et les évolutions sociétales. Les députés du parti majoritaire ont également échangé sur la légitimité et la légalité dans un état de droit avec un des leurs, le député Bourema Badini. C'est une question d'opportunité politique. Alors si c'est une question d'opportunité politique, ça veut dire qu'il faut appeler chacun à la table de discussion pour que nous puissions voir si l'opportunité est vraiment bonne ou pas. Et là, je pense que ça, c'est les politiques qui doivent effectivement définir cela. Donc nous sommes arrivés à cette conclusion. Et je crois que les députés CDP qui ont assisté à l'animation de la conférence ont eu tous les outils nécessaires pour pouvoir expliquer qu'il n'y a aucun complexe à se faire quant à la légitimité et à la légalité du pouvoir actuel. Au sorti de ces journées parlementaires, les députés du parti de l'EPI et de la DABA ont pris des résolutions fortes qui, selon eux, vont dans le sens de contribuer qualitativement au débat politique national. Qui ont été posées, du nombre de questions qui ont été posées au vu de la contribution, des nombreuses contributions qui ont été posées, je crois que nous partons assez enrichis d'un certain nombre de choses, d'ailleurs qui nous ont confortés dans nos positions politiques. Le dernier recours dans un débat politique engagé sur la Constitution reste la consultation du peuple. Et nous avons donc été confortés dans cette position. Ensuite, nous avons été confortés dans la position que tout ce qui est légal doit être notre préoccupation. Le groupe parlementaire du Congrès pour la démocratie et le progrès a aussi vu ses travaux ponctués par la visite de personnalités invitées. Les membres du gouvernement,
Le secrétaire exécutif national du parti, Assimi Kwanda, et le président de l'Assemblée nationale, Sungalo Apollinaire Ouattara. Ces journées achevées, le débat se poursuit dans un tout autre cadre, l'hémicycle, où la deuxième session ordinaire de l'année 2014 s'ouvre ce 24 septembre. Alors, retrouve sur le plateau avec notre invité, l'ambassadeur de France au Burkina Faso, M. Gilles Thibault. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Cette année, l'Institut français fête ses 50 ans. C'est connu, beaucoup plus connu au Burkina Faso sur le nom de Centre culturel Georges Méliès. Mais en fait, il s'appelle maintenant l'Institut français. Est-ce que vous pouvez nous faire l'histoire de cet institut? Bien, au moment des indépendances, il a apparu évident dans tous les pays concernés qu'il fallait rapidement aider les pays à se doter d'institutions et réaffirmer la présence de la France dans tous les domaines. Très vite, au Burkina Faso, on a entrepris la construction du centre culturel franco-voltaïque en 1963 et en 1964, il était inauguré. Ensuite, il a changé de nom en 1985 compte tenu du développement du FESPACO. Il a été décidé de l'appeler Centre culturel Georges Méliès. Et l'année suivante, on a construit 2 amphithéâtres qui existent toujours, le Grand et le Petit Méliès, que les Burkinabés, les Ouagalais connaissent bien. Et puis plus récemment, il y a eu une évolution, un changement de nom, parce que l'ensemble des instituts français dans le monde a été regroupé sous l'intitulé d'Institut français. Ici, au Burkina Faso, il y a donc l'Institut français du Burkina Faso, qui comprend en réalité 2 entités, à Ouaga même et à Bobo-Dioulasso, où nous sommes également présents depuis 1966. Excellence, est-ce que par rapport à cet institut, on peut revisiter un peu la coopération culturelle entre le Burkina Faso et la France? En 50 ans, qu'est-ce qui a été fait dans ce domaine-là? Alors, en réalité, en 50 ans, il a été fait tellement de choses que le format du journal télévisé ne me permettrait pas d'en faire le tour. Mais on peut dire que dès les années 60, la France a été très présente avec encore des centaines de coopérants qui avaient pour mission d'aider les Burkinabés à construire un État dans tous les domaines, dans les domaines les plus importants pour les populations. Et puis, au fur et à mesure du temps, le nombre des coopérants a diminué. En revanche, la présence culturelle, elle a toujours eu ce symbole très fort à la fois de l'Institut français de Ouaga et de l'Institut français de Bobo. En même temps, il y avait les lycées. Alors, c'est l'occasion pour moi de dire que, évidemment, ça, c'est très visible. Et les Ouagalais, les Burkinabés connaissent bien cette porte sur le monde que leur donne l'Institut français. Mais il ne faut pas oublier, à côté de ça, que la France reste très présente dans tous les domaines de la coopération. La coopération française, elle s'occupe de santé, de la mère, santé des enfants de moins de 5 ans, de la lutte contre les grandes pandémies. Elle s'occupe d'assainissement. Je voyais tout à l'heure un reportage. La semaine dernière, avec le Premier ministre, j'inaugurais la première station importante au Burkina Faso. Et on signait également une convention pour développer un réseau d'assainissement dans 6 des plus grandes villes du Burkina Faso. Elle porte sur la coopération militaire, sur la coopération économique. Mais vous savez ça. Justement, Excellence, on va revenir. Vous avez évoqué tout à l'heure les lycées. Quelle est l'importance des lycées français? On sait qu'il y a un lycée à Ouagadougou. Il y a aussi un centre éducatif, un lycée aussi à Bobo-Dioulasso. Quelle est l'importance de ces lycées-là à côté dans la culture? Alors, évidemment, la France, en mettant ses institutions... en y consacrant beaucoup de moyens, a un objectif, c'est de permettre aux Français, à la langue que nous avons en partage, avec des centaines de millions de par le monde et bientôt, compte tenu de l'explosion, du développement démographique des pays africains, avec encore plus de gens, de permettre à ces personnes d'avoir accès à un véhicule commun, à un langage commun,
toutes les populations, qui est le français. Ça nous renvoie aussi à cet héritage que nous avons eu en partage, ce chemin que nous avons fait ensemble au cours de l'histoire. En disant ceci, il me revient en tête que cette année, en 2014, on ne fête pas seulement les 50 ans de l'Institut, on a fêté également le centenaire de la Première Guerre mondiale et à cette occasion, le drapeau burkinabé a flotté sur les Champs-Élysées. On a également fêté cet été les 70 ans du débarquement de Provence. Et là aussi, les chefs d'État des pays qui étaient à l'époque à côté de nous, avec nous, ont été les invités d'honneur du président Hollande. Et puis, je ne peux pas m'empêcher de souligner également que la semaine dernière, à l'Institut français, nous avions aussi les 60 ans de la présence de Total au Burkina Faso. Et on fera la semaine suivante les 80 ans d'Air France. Voilà, Excellence, Air France ne va pas très bien en ce moment. Bon, on ne va pas parler de cela. On va plutôt parler de la place de la culture de la France en Europe aujourd'hui. Dans le cadre de l'Union européenne, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que la France représente culturellement aujourd'hui? Elle représente d'abord la langue d'un certain nombre de pays européens, au premier rang la Suisse, le Luxembourg, la Belgique. Elle représente pour les Allemands la langue qui est apprise également en première. L'anglais est devenu une langue véhiculaire pour l'ensemble des populations dans le monde. Malheureusement pour les Anglais, parfois mal parlés, alors que c'est une langue magnifique. En revanche, c'est vrai que le français reste pour tous les Européens la langue essentielle à côté de l'anglais. Malheureusement, nos compatriotes... je me voyais déjà comme Européen, mais les Allemands, eux, sont dans une position plus défensive que nous, alors que la langue allemande est également magnifique. On va revenir sur l'Institut français, les instituts français dans le monde pour dire quelles sont aujourd'hui les missions de ces instituts. Les missions de ces instituts, elles n'ont pas varié. C'est d'abord de diffuser la culture française sous toutes ses formes. C'est aussi d'accueillir la culture burkinabé dans les mêmes domaines. En fait, à l'Institut français, on danse, on chante, on pense, on invente, on reçoit des sculptures, on crée, il faut bien le dire, en français d'une certaine façon, avec des repères qui sont les nôtres depuis toujours, des valeurs que nous partageons. Mais ça, c'est donc une double mission, diffuser la culture française, accueillir et permettre la diffusion de la culture du Burkina Faso, être aussi une porte sur le monde pour le Burkina Faso, diffuser ces artistes. Ils sont très nombreux à s'être fait connaître, à avoir commencé à l'Institut français. Et puis, on développe également les échanges dans l'espace francophone, c'est-à-dire qu'on reçoit tous ceux de l'espace francophone qui veulent s'exprimer. On fait une semaine de la francophonie, on reçoit les Canadiens, on reçoit les Suisses, on reçoit les Maliens, les pays voisins. Excellence, on va parler un peu de politique, surtout de politique internationale. La France est intervenue ces dernières heures-là en Irak contre l'État islamique. Pourquoi la France intervient dans ce aspect? Alors, on passe évidemment à un sujet plus grave, qui est un sujet de préoccupation commune, où la France et le Burkina Faso parlent le même langage depuis très longtemps. Le président Hollande, hier, a pris des positions fortes concernant notre engagement en Irak, parce qu'il s'agit d'intervenir contre des personnes qui sont en réalité pratiquement des groupements de mafieux, de terroristes, de gens qui ont perdu tout repère profond et qui se revendiquent d'une religion infiniment respectable, avec des valeurs qui sont les mêmes valeurs que les chrétiens, les juifs, et ceci au nom
ils invoquent un nom qu'ils n'ont pas le droit de prononcer, en l'occurrence, et ils se battent, ils combattent leurs propres frères. Et on se retrouve ensemble aujourd'hui aux côtés des contingents burkinabés, tchadiens, enfin de toutes les nations, par exemple au Mali, et c'est le même ennemi que nous combattons ensemble et contre lequel nous avons un devoir impératif de remporter cette bataille. Justement, il y a un bataillon burkinabé qui va se rendre bientôt au Mali dans le cadre du maintien de la paix dans ce pays. Qu'est-ce que la France attend de ce bataillon ? Bien, on attend la même chose que du bataillon qui se trouve actuellement dans la région de Tombouctou, c'est-à-dire un grand professionnalisme, des réactions engagées dans cette lutte. En réalité, les frères d'armes des unités françaises engagées au Mali, les frères burkinabés, se comportent exactement comme il le faut. Ils payent, comme la France ou encore les Tchadiens tout à fait récemment, un trop lourd tribut dans cette lutte contre la barbarie. Excellence, on va revenir sur les 50 ans de l'Institut français pour clore cet entretien. Est-ce que vous pouvez nous parler du programme ? Qu'est-ce qui est prévu ? Alors, il est prévu beaucoup de choses. D'abord, il faut que tous les Burkinabés qui le fréquentent viennent, mais tous ceux qui ne le connaissent pas encore profitent de cette circonstance pour y aller de 9h du matin jusqu'à minuit. Il va s'y passer beaucoup de choses. Ça commence quand, les commémorations ? À 9h du matin. À 9h du la matin. Date ? Demain matin. Demain matin, à 9h. Ouais. Demain matin à 9h, l'équipe de l'Institut, avec des artistes, accueilleront les visiteurs, le feront découvrir d'une façon originale l'ensemble des installations, puisqu'il y a le Grand Méliès, le Petit Méliès, la médiathèque, la cafette, un ensemble de lieux divers dédiés à des activités également différenciées. Et puis, en fin d'après-midi, il y aura l'inauguration de l'exposition d'une artiste française, Yveline Tropea, et il y aura ensuite des concerts qui se succéderont, et chacun pourra, au gré de ses envies, trouver tout au long de ses journées des activités qui lui conviennent. Ouais. Merci Excellence, merci de nous avoir rendu visite. On se donne tous rendez-vous demain à 9h. à l'Institut français pour les 50 ans de cet institut. Merci de nous avoir rendu visite. On continue le journal pour vous dire que l'ambassadeur des États-Unis auprès des agences des Nations Unies à Rome est à Ouagadougou. Dans notre pays, le diplomate a visité les sites des projets pilotés par la FAO, le FIDA et le PAM dans le Passoré. Reportage de Aïssata Zungrana et de Zalissa Sanfo. C'est ici, au centre de santé et de promotion sociale de Arbolé dans le Passoré, que l'ambassadeur des États-Unis auprès des agences des Nations Unies à Rome a débuté sa visite. Une première étape qui lui a permis de comprendre le processus de prise en charge des femmes enceintes et des enfants malnutris. Un programme initié et piloté par l'UNICEF et ses partenaires. L'appui que le PAM apporte au CSPS de Arbolé parce que ça améliore l'état nutritionnel des enfants de 6 à 59 mois. Le PAM appuie régulièrement le CSPS de Arbolé. Nous avons un taux de guérison de 92%. C'est vraiment intéressant. Après Arbolé, cap sur le bas-fond aménagé de Goubi. Ici, c'est une superficie de 20 hectares exploitée par un groupement villageois de 246 producteurs qui est visité. Nous ne savions pas qu'on pouvait produire du riz ici. Grâce au PAM et au FIDA, nous arrivons à produire et à subvenir à nos besoins. Notre préoccupation actuelle, c'est l'eau. Nos ressources d'eau sont éloignées. Nous souhaitons que l'eau se rapproche de nous. Après Goubi, direction Gaudin. Ici, la délégation a pu visiter des fermes avicoles. Et à l'issue de sa visite, David Lam se dit édifié et prêt à plaider la cause des populations rurales. All the projects we've seen today are... Chaque bénéficiaire a pris
ça pour faire un projet qui est durable. Par exemple, la femme qui a fait le projet ici, elle a commencé avec 10 poules et un coq. Et aujourd'hui, elle a 87 poules. Cette visite de découverte des champs agricoles du Burkina Faso va se poursuivre dans d'autres localités. La lutte contre le travail des enfants passe par l'amélioration des revenus des ménages. C'est la conviction du projet Air-Clé Réduction du travail des enfants par l'éducation et les services. Le projet a organisé ce mercredi une visite commentée de champs école dans le Tuy, une école qui devrait permettre aux ménages concernés d'améliorer leur productivité et de réduire le taux de travail des enfants. Le reportage est signé Sanoua Christine Koulibaly. Après avoir fait le tour des parcelles où sont produites 8 variétés de semences de maïs, aux noms aussi variés que les rendements et où sont appliqués les mêmes paquets technologiques, place aux échanges avec les techniciens. Des échanges au cours desquels toutes les observations ont été évoquées. Elles vont de l'adaptabilité des semences au sol au rendement en passant par la résistance aux intempéries et le cycle. Et après explication des techniciens, la variété comme Saya semble celle qui a le plus séduit les producteurs. On a l'embarras du choix parmi les variétés. Mais ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est surtout la variété comme Saya. Et la nouvelle variété LKN 28 qui viennent d'introduire. C'est une variété également jaune qui produit beaucoup, qui donne beaucoup d'épis. Mais selon les techniciens, et avec l'itinéraire technique bien suivi, en tout cas on arrivera à produire beaucoup, 6 à 9 tonnes hectares. Si les variétés qui m'a beaucoup séduit, c'est comment on appelle les noms amorés, comme ça, parce que les noms là même, la signification, et puis façon que nous voyons aussi, c'est égal à lui-même, quoi. Objectif atteint donc pour Agrodia, association des grossistes et détaillants agricoles du Burkina, qui en organisant cette visite commentée, voulait faire découvrir les intrants aux producteurs, mais aussi créer un cadre d'échange entre producteurs et distributeurs d'intrants. Il ne faut pas faire juste du commerce pour du commerce, mais sortir de ce cadre aussi pour aller sur le terrain et montrer aux producteurs qu'on peut s'accompagner ensemble dans le développement agricole. On leur montre par là les différentes variétés que nous avons et le potentiel aussi de ces variétés. Si on les accompagne avec toute la technologie qu'il faut. Parce que la variété à elle seule ne peut pas s'exprimer et donner ce potentiel que vous voyez. Cette activité a été conçue et mise en œuvre par le PRODIB, le projet de professionnalisation des distributeurs d'intrants au Burkina. À la fin du projet, Agrodia a pris la relève. Voilà, nous sommes allés un peu trop vite en besoin. Ce reportage était effectivement signé de Sanoua Christine Koulibaly. Il parlait plutôt de transfert de technologie entre producteurs et distributeurs d'intrants agricoles. Ceci, revenons à notre sujet sur la réduction du travail des enfants. Ce reportage est signé également Sanoua Christine Koulibaly qui nous parle de la réduction du travail des enfants par l'amélioration des revenus des ménages. Dans la province du Tuy, l'orpaillage constitue avec la production cotonnière les principaux secteurs d'activité qui drainent de plus en plus les enfants, compromettant leur éducation et leur épanouissement. Un phénomène que le projet Hercles, réduction du travail des enfants à travers l'éducation et les services, veut combattre, mais en attaquant le mal à la racine, c'est-à-dire lutter contre la pauvreté dans les ménages. Il a été démontré que la pauvreté fait partie des facteurs qui poussent certains ménages ou bien certains producteurs à utiliser le travail, les enfants, dans le cadre du travail dangereux. Mais également, on s'est rendu compte que effectivement, c'est parce que au niveau de la productivité agricole, quand il n'y a pas le producteur ne maîtrise pas beaucoup les itinéraires techniques et ne les applique pas convenablement, donc ça le pousse à utiliser encore davantage d'enfants en termes de main-d'œuvre. Et ce champ école composé de 2 parcelles accolées sur lesquelles sont appliquées différemment les pratiques paysannes et celles technologiques a permis aux apprenants d'approfondir leurs connaissances sur les bonnes méthodes culturelles. Avant, nous, on travaillait au hasard. Maintenant, le service de l'agriculture nous a montré comment travailler pour avoir un bon rendement.
Des bénéficiaires qui sont au nombre de 111 ménages dans le Tui et qui ont souhaité l'extension du champ d'action du projet à d'autres secteurs d'activité, de même que les autorités. Dans les perspectives, il faut élargir le champ de projet à travers, à mon avis, la prise en compte des chaînes de valeur. À travers, par exemple, la création des micro-entreprises rurales au niveau de la production, de la transformation et même de la commercialisation. En attendant que ces doléances ne trouvent une oreille attentive, les élèves de l'école de Béréba, qui date de 1957, étudieront dans des salles de classe entièrement rénovées par le projet Hercles. Un projet financé par le gouvernement américain à hauteur de 5 millions de dollars. Il couvre 3 régions, les hauts-bassins, la boucle du Mouhoun et les cascades, et entend extirper d'ici à 2016 4000 enfants des sillons de l'orpaillage et des champs de coton. Le ministre des Droits humains et la promotion civique à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Le ministre est allé voir le fonctionnement de la maison et les conditions de vie des détenus. Le reportage est signé Claudine Bikaba. La maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou-Mako a reçu une visite d'une personnalité de marque. Il s'agit de celle du ministre des Droits humains et de la promotion civique. Julie Prudence Nigna juge cette démarche légitime car selon elle, cela rentre dans le cadre des missions qui lui sont assignées et répond du même coup à la volonté du gouvernement de faire des droits humains une réalité au Burkina. Nous effectuons des sorties dans les maisons d'arrêt pour constater de visu quelles sont les conditions de détention des détenus, dans quelles conditions travaillent ceux qui sont chargés du fonctionnement des maisons d'arrêt, de l'organisation des maisons d'arrêt. Nous les avons déjà félicités pour le travail abattu parce que nous avons constaté qu'ils travaillent dans des conditions très difficiles et nous avons aussi rencontré, visité les lieux pour voir exactement ce qu'il y a à faire. Cette visite a été mise à profit pour échanger avec les responsables de cette structure qui ont relevé entre autres l'alimentation, de santé, de la vétusté des bâtiments, mais aussi le problème de la surpopulation carcérale. Il y a beaucoup à faire. C'est vrai que le gouvernement a déjà fait beaucoup d'efforts pour améliorer les conditions de vie, mais après cette visite-là, nous nous disons qu'il y a encore des efforts à faire et nous allons continuer à travailler dans le cadre de renforcer ces efforts, de renforcer la synergie, de renforcer la concertation, de renforcer la communication entre les différents acteurs qui travaillent dans le domaine de la carcération pour pouvoir vraiment trouver des solutions aux problèmes qui sont posés. Madame le ministre et son équipe ont par la même occasion visité les locaux où sont menées des activités entrant dans le cadre de la réinsertion sociale des pensionnaires de la Mako. Le Burkina Faso renforce sa présence militaire au Mali dans le cadre de la mission de paix dans ce pays. 800 soldats du bataillon Gondal sont prêts à rejoindre le théâtre des opérations pour contribuer au maintien de la paix au Mali. Le reportage est signé Karim Patrick Namouano. Cet exercice est peut-être loin des réalités que ces soldats burkinabés auront à affronter sur le théâtre d'opération au Mali, mais qu'importe, le commandement est confiant. Mais je suis confiant parce que les modules de formation ont été complets. Il y a eu surtout un module très important sur les IED, qui sont les engins explosifs improvisés. Vous savez que c'est ça, ce sont ces engins-là qui font le plus de victimes actuellement. Tout dernièrement, ces dernières 48 heures, le Tchad a sauté sur des mines, sur des engins aussi explosifs. Donc ce module a été enseigné et donc ce sera la principale menace pour nos troupes parce que quelle que soit la préparation qu'on a, effectivement, si on a tout le temps ces engins-là sur nos itinéraires, il y a de fortes chances qu'il y ait des victimes. Donc nous avons mis l'accent sur ça. Gondal 1 en full day ou bonne entente est le nom du bataillon de 850 soldats composé de combattants, de logisticiens et de l'état-major. 12 semaines ont été nécessaires pour leur formation assurée par des Burkinabés, des Français et des Américains dans le cadre de l'ACOTA, Africa Contingency Operation Training and Assistance.
Les États-Unis tiennent à aider tous les pays africains qui veulent aider de maintenir la paix et garder la paix ici sur le continent. Mais je dois dire que le Burkina Faso est parmi les premiers pays sur le continent pour participer dans cette tâche. 10 milliards de francs CFA ont été investis par le gouvernement américain pour la formation et l'équipement des bataillons burkinabés, dont Gondal 1 qui s'envolera au Mali les jours prochains pour contribuer au maintien de la paix. La Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères continue sa campagne de sensibilisation des forces vives des différentes régions du Burkina Faso. Elle a rencontré du 17 au 18 septembre 2014 à Banfora les autorités régionales, les acteurs locaux de développement des cascades afin de les mobiliser sur les questions d'insécurité liées aux conséquences du trafic des armes légères. La région des cascades étant frontalière à 2 pays qui ont connu des conflits, le sujet est d'une importance pour les populations. Le reportage est signé Draman Kabouré, Simplice Baro. La prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petits calibres est l'une des causes de la recrudescence de l'insécurité dans la sous-région ouest-africaine et notamment au Burkina Faso, selon la représentante du secrétaire permanent de la Commission nationale en charge de la lutte contre le fléau. C'est pourquoi le gouvernement burkinabé, conformément aux recommandations de la CEDEAO, fait de la résolution de ce problème l'une de ses priorités. Pour le gouverneur Issa Kampaoré, la situation géographique des cascades fait de cette région une zone exposée au trafic des armes légères et de petits calibres. La tenue d'une telle rencontre constitue une occasion pour les forces vives des cascades de comprendre les enjeux sécuritaires liés à la prolifération des armes légères, à en croire Issa Kampaoré. La situation géographique donc, de notre région, qui est à la fois ouverte sur 2 pays voisins, et l'un des pays à un moment donné donc, de son évolution a connu des problèmes. Peut-être que ça a été une occasion pour certains donc, de faire circuler donc, des armes légères et cela constitue un fléau. À l'issue de la rencontre, l'ensemble des forces vives de la région des cascades devront être mieux outillées sur les enjeux et les conséquences de la détention et l'utilisation illicite des armes légères et de petits calibres. Surtout que l'insécurité due à la prolifération de ces armes est une menace pour la paix et le développement du Burkina. Un atelier sur les projets et programmes en appui à l'enseignement et à la formation technique et professionnelle s'est ouvert hier matin à Ouagadougou. Cet atelier de validation regroupe plusieurs acteurs du monde de l'éducation. Le reportage est signé Nathalie Sawadgo-Nabaloum. Ces hommes avisés sur la question des projets et programmes en appui à l'enseignement et à la formation technique et professionnelle, ensemble à Ouagadougou, veulent valider le rapport descriptif et analytique des projets et programmes en appui à l'enseignement et à la formation technique et professionnelle. Ils vont, entre autres, présenter le processus d'élaboration du projet de rapport, émettre des observations et amendements et le valider. L'élaboration de ce rapport vise essentiellement une synergie des efforts et des actions dans le domaine de l'enseignement et la formation technique et professionnelle pour plus d'efficacité et d'efficience dans le domaine. Et cet atelier permettra également d'opérer des réformes institutionnelles et organisationnelles à même de renforcer la coordination et des interventions dans le secteur. Cet atelier fait suite à celui d'élaboration du projet de rapport descriptif et analytique des 10 projets et programmes et s'inscrit dans la dynamique de mise en œuvre du plan d'action annuel du programme d'appui à la politique sectorielle d'enseignement et de formation technique et professionnelle. À terme, il permettra au ministère en charge de la jeunesse et de l'emploi de disposer d'une production à même de renforcer qualitativement le sous-secteur de l'enseignement et la formation technique et professionnelle. L'Union nationale des cinéastes du Burkina Faso veut s'élargir pour prendre en compte tous les acteurs du 7e art. Une assemblée générale a eu lieu le 13 septembre dernier à cet effet. C'était en présence de Sandrine Segda et de Bouma Ernest Nébier. L'Assemblée générale de l'Union nationale des cinéastes du Burkina, UNCBI, a pour objectif
de faire le bilan annuel de ses activités et de renouveler son bureau. Au cours de cette rencontre, il sera également question pour les membres de l'UNCB de réfléchir sur une nouvelle dénomination de leur union. Les objectifs de l'Assemblée, c'est de mettre en place une fédération des cinéastes. Vous savez que le cinéma, il y a plusieurs corps de métier. Et ces corps de métier, en général, sont pilotés par des réalisateurs. Parce que c'est les réalisateurs producteurs, c'est eux qui cherchent l'argent. Donc les autres membres étaient un peu exclus de l'association. Donc nous avons tenu à nous restructurer, à nous réorganiser, mettre tout le monde ensemble pour qu'on puisse discuter de nos problèmes sur la même table. Au cours de cette assemblée, un bureau exécutif sera élu. Parce que ce que nous avons fait avant, nous avons élu les responsables de chaque corps de métier en amont, durant les sectoriels que nous avons organisés. À tous les postes, on a élu un responsable qui siège dans le nouveau bureau qu'on va créer. Donc, il va défendre les intérêts de chaque corporation. Cette fédération qui prendra en compte tous les acteurs du cinéma aura des représentations à travers le Burkina. Elle sera une tribune pour les acteurs du 7e art de mieux faire face à leurs difficultés. C'est la fin de votre journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une agréable nuit. Je serai très heureux de vous retrouver demain à 20h pour d'autres actualités. Merci, au revoir et à demain.